quatrième jour du studio Agile. Déjà, ça passe vite quand on s'amuse. On en a encore deux derrière nous et une super session ce soir. Donc, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler d'agilité. Donc, on a Christophe Oudot et Pierre-Emmanuel Dautrep qui viennent avec leur workshop, leur atelier sur devenir agile en étant agile, les 4 dimensions d'une transformation réussie, d'une transformation agile réussie. Donc, ils en parleront mieux que moi. J'espère que vous apprécierez et je vais, dans quelques secondes, leur laisser la main pour démarrer leur session. Voilà. Profitez bien et à tout à l'heure. Il y a plusieurs, donc Even Manager, n'hésitez pas. C'est un petit peu avec des étoiles, mais vous commencez à connaître, à prendre contact avec nous s'il y a le moindre souci. Bonne session. Merci. Alors, on va faire juste un petit test pour être sûr que tout le monde nous entende bien. Est-ce que dans le chat, vous pourriez mettre un OK, peut-être? Comme ça, on va voir notre chat qui bouge. Magnifique. Super. Et au moins 5, 6, 7, 8, voilà. Paquet de réponses. C'est cool. Parfait. Alors, on va attendre la fin de la publicité et on va pouvoir commencer. Voilà. Peut-être juste pendant que ça passe. Donc on va évidemment discuter, donc on est plus dans un mode de discussion, de conversation ce soir, donc entre nous deux déjà, et puis avec vous, donc on vous expliquera tout ça, mais on vous laissera certains temps aussi de discussion sur vos tables. Donc ça vaudrait la peine que vous vous répartissiez un petit peu pour avoir des tables de 4-5 personnes à peu près, en laissant toujours une place libre aussi pour qu'on puisse rejoindre et puis venir aussi pendant ces moments de discussion. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour vous séparer un petit peu. S'il te plaît, j'espère qu'on va sortir. Ok. Eh ben non. Très bien. Et on sera une seule personne, puisqu'on a une caméra, mais vous nous verrez à deux. Voilà, ce serait ça qui sera sympathique tout à l'heure. Voilà. Alors, on y va. On va tester cette bonne... hop là. Tac. Et voilà. Là, normalement, vous devriez nous y voir clair. Et donc, on est bien le 23 septembre et on est bien sur Remo. Tout va bien. Alors, si je me présente en 2 mots, moi, je suis un questiologue happiness. Donc, en gros, je pose des questions qui font du bien. Ça, c'est mon dada dans la vie. Je fais pas mal de vidéos pour ceux qui me suivent, des petites capsules. Et mon objectif ou ma mission de vie, c'est d'aider les individus à grandir et à grandir sans peur. Et c'est un moment sympathique parce qu'en ce moment, j'ai plein de travail, c'est sûr. Voilà, j'ai de quoi faire. Et voilà. Et sur ma carte de visite, il y a aussi marqué facilitateur de bonheur et de réussite, formation, coaching et conférences. Et donc, sur d'autres cartes de visite, j'ai aussi marqué que je suis spécialisé en gestion du changement. Et donc, en plus d'être coach, je fais du coaching d'équipe, mais du coaching d'organisation surtout, pour tout ce qui est amélioration des processus et changement de culture. Voilà. Et ben moi, de mon côté, j'imagine que la plupart d'entre vous me connaissent soit comme fondateur de Pixie, soit comme un des fondateurs de la Journée Agile. Mais à côté de ça, donc je travaille comme Scrum Master, comme coach professionnel également, et j'anime des groupes de co-développement professionnel. Donc ça, tout le côté développement personnel, c'est vraiment devenu une passion depuis quelques années. Donc c'était une petite redirection de carrière que j'ai entamée il y a 3-4 ans, effectivement. Merci. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'agilité et comment devenir agile en étant lui-même agile. Et donc, je tiens d'abord à remercier Denis Dorbolo de Pictobello qui m'a fait ce très beau dessin qui représente tout à fait ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire une analogie avec l'organisation. Et donc, dans les organisations, on a la vision, la mission, les valeurs et les actions. Et le grand challenge pour être agile, c'est qu'il va falloir aligner tout ça. Et pour aligner tout ça, en fait, il y a 4 questions, et c'est les 4 grands thèmes qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. C'est pourquoi, vraiment le sens qu'on veut donner dans notre société, le comment est-ce qu'on fait concrètement, donc là c'est du mental, ok, alors que le pourquoi c'est du spirituel, on pourrait dire, la grande direction. Et puis après, il va y avoir toute la partie émotionnelle. Le quotient émotionnel, c'est qui avec qui, parce que les émotions, elles sont créées avec la relation avec les autres. Et puis enfin, la partie quoi, c'est le concret, parce qu'il faut du concret, il faut avancer. Quand on est agile, il faut qu'il y ait des résultats dans nos actions, dans nos actions. Alors, moi, je vais faire un petit parallèle avec la partie coaching individuel, vraiment avec le côté personnel.
On retrouve assez souvent cette découpe en 4 dimensions. Donc moi, je travaille dans la partie coaching, dans ce qu'on appelle le coaching intégral. Donc c'est un courant de coaching qui vient de Ken Wilber, un Américain. Et on retrouve effectivement 4 dimensions au niveau du coaching où on va effectivement travailler sur le personnel, sur qui l'on est, comment on réagit, donc quelles sont nos façons de fonctionner, nos façons de se déplacer, nos façons d'agir, le relationnel, donc effectivement comment on va interagir avec les autres, de quoi on a besoin, de quoi on se nourrit avec les autres, et le quoi, effectivement, qu'est-ce que je suis capable d'utiliser, mon réseau, mes outils, voilà, vraiment le côté concret, le concret, effectivement, la boîte à outils qu'on a à notre disposition. Et ce qui me plaît vraiment beaucoup dans cette approche de 4 dimensions, c'est que finalement, on se rend compte qu'on est tous différents. Finalement, on a tous des visions du monde différentes, des façons de lire et d'interpréter le monde. Et c'est ce que je trouve vraiment beau dans l'approche de coaching et l'approche de coaching intégral, c'est qu'on se place vraiment dans une approche développementale qui, pour moi, se relie beaucoup à l'agilité. C'est que finalement, l'agilité, on est vraiment dans un mode d'essai, d'erreur, d'apprentissage, d'inspection, d'adaptation. On va en reparler aujourd'hui. Et on trouve vraiment cette notion-là aussi dans le coaching individuel, dans cette approche développementale où on va effectivement se découvrir, intégrer, transcender et petit à petit, voilà, se transformer comme ça en intégrant de nouvelles façons de voir, de nouvelles pratiques. Parce qu'on ne peut pas être agile si on n'est pas humain d'abord. Ça, je crois que c'est la base. Okay. Ouais. Et pour être un être humain, il faut vraiment garder cet alignement entre ces 4 dimensions. Si ce que je fais n'est pas lié à ce qui est important pour moi, forcément, à un moment, ça va faire une déconnexion dans ma tête. En tout cas, il y a un truc qui va pas bien se passer. Et c'est ce qu'on trouve le plus souvent en agilité et en coaching. C'est qu'on a tous un biais particulier. Donc, on a tous une tendance à être plus fort, plus attiré, plus en résonance avec un des domaines ou une de ces questions. Et effectivement, comme dit Christophe, voilà, le but, c'est de se réaligner par rapport à ça. Voilà. Et donc, on a chacun nos préférences à la fois de personnalité et aussi dans nos organisations. Donc, il y en a qui vont être orientés, et vous connaissez peut-être des modèles comme le MBTI ou le Insight Discovery qui utilisent des couleurs. On est d'accord qu'il y a des gens qui vont être orientés sur les résultats, pour qui c'est ça qui va être le plus important. Ils vont passer leur vie à démontrer des choses. Et d'autres pour qui le plus important, ça va être la relation. Okay. Et puis, dans une autre dimension, il va y avoir les extravertis et les introvertis. Les extravertis, souvent, ils ont besoin d'accomplissement. Ils ont besoin d'être visibles et que vraiment, ça change le monde autour d'eux. Et puis, ces introvertis vont plus avoir besoin de reconnaissance, à la fois sur qui ils sont et puis sur ce qu'ils font. Ça peut dépendre aussi des éléments. Okay. Et alors, c'est important pour nous d'abord de vous poser cette première question et vous allez pouvoir y répondre dans le Q&A. Dans le Q&A, on va cliquer une fois dessus et vous allez voir qu'en fait, on vous propose une question et vous allez voter pour savoir votre organisation, les gens qui vous entourent aujourd'hui dans votre société. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt une organisation, on va dire bleue, très mentale, où les questions sont d'ordre, tiens, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Est-ce que ça va être plutôt dans le rouge, donc plutôt est-ce que tiens, quel est le résultat qu'on vient de démontrer, qu'est-ce qu'on veut encore montrer comme résultat? Est-ce que ça va être dans le jaune où là, on va se demander, tiens, qu'est-ce qu'on a changé dans le monde? Quel est l'impact qu'on a? Quelles sont nos valeurs? Ou alors, est-ce que c'est plutôt une organisation verte où là, le plus important, ça va être avec qui est-ce que je travaille, dans quelles conditions je travaille, quelle est la relation que j'ai avec mes collègues? Alors, on va vous laisser 15 secondes là ou 30 secondes pour voter pour une de ces couleurs. Et vous pouvez même voter 2 fois, c'est-à-dire que si vous êtes un peu entre le vert et le bleu, vous allez pouvoir voter vert et bleu. Et donc, on va voir un petit peu quels sont les types d'organisations dans lesquelles vous vivez, parce que forcément, l'approche du changement et l'approche vers l'agilité, ça va dépendre de ça. Il va falloir commencer, en tout cas par ça, on reviendra dans quelques instants. Alors, 3-3-2-2 pour l'instant. Le bleu est en tête avec le vert. Et j'avoue être très étrangement surpris de voir pas mal de réponses au niveau du vert. Ouais. Voilà, donc là, je crois que tout le monde a pu voter.
surtout bleue, absolument pas verte de chez Altea, mais on ne peut pas citer de nom, hein, ça n'y arrive pas. Donc voilà, en tout cas, une organisation bleue, ben voilà, donc on y reviendra tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que dans une organisation bleue, l'objectif, c'est pas de faire rêver les gens au début. Ça va vraiment être d'expliquer comment on va faire et d'être très concret sur les résultats qui vont être obtenus. Okay. On va pouvoir en revenir dans quelques instants. Très bien. Alors on va maintenant, en fait, pendant cette session, on va passer à travers ces 4 dimensions et voir un peu quelles sont les histoires qui nous touchent là-dedans et comment faire pour que ce point-là soit vraiment abordé dans l'organisation. Alors on va commencer par le pourquoi. Alors est-ce qu'on a une petite histoire? Alors, je vais juste répondre. Voilà, Véronique qui demandait si c'était les couleurs de donc le SD, la spirale dynamique, j'imagine. Donc non, c'était vraiment ce que Christophe ici reprenait comme couleur. Voilà, c'était les 4 couleurs qu'il reprenait dans son petit bonhomme, avec le côté mental, les accomplissements, le physique, le poids, voilà. Le spirituel et l'émotionnel. Donc ça est plutôt relié, comme c'est dessiné là, c'est plutôt relié au modèle Insight Discovery. C'est un peu le disque à la même type d'organisation. Okay. Très bien. Alors si on passe sur le pourquoi. À quel moment est-ce que c'est important le pourquoi et... Ouais. Alors, le pourquoi, bah, c'est une question qu'on va souvent retrouver finalement quand on va démarrer une transformation agile, enfin qu'on va retrouver. Parfois, pas vraiment en fait, mais c'est pourtant une question qui est primordiale. C'est effectivement de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va appliquer une transformation agile? Et c'est vrai que la réponse est extrêmement différente en fonction des entreprises, en fonction des personnes que l'on croise dans les entreprises, voire même des différents niveaux au sein de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que si on cite quelques-unes des questions, quelques-unes des réponses plutôt qu'on peut entendre, bah effectivement, voilà, c'est le faire plus et le plus vite. Donc, on est vraiment dans la notion de performance. On veut lancer une transformation agile parce qu'on est persuadé que ça va nous permettre de livrer plus rapidement. Voilà, c'est typiquement ça, ou avec moins de déchets, à moindre coût, etc., etc. On va avoir pas mal de réponses également sur tout ce qui va être optimisation. Donc, ça peut être très orienté lean, effectivement. On va chercher à optimiser les processus, le flux de travail. Et puis, ça peut avoir un côté qui peut être un peu plus pervers, où on va chercher du contrôle. Donc, on veut savoir ce que font les gens. Est-ce qu'ils sont productifs, pas productifs. Donc, on va avoir une sorte de transformation de l'agilité vers du micromanagement, vers du micro-suivi au quotidien des personnes. Donc, c'est typiquement le genre d'organisation où on va avoir des managers qui vont s'inviter à tous les événements agiles. Alors, on peut retrouver effectivement des notions d'inspirer. Alors, inspirer, bah, effectivement, on est dans un mode plus transparent, plus ouvert, plus de confiance avec les employés, avec le client, avec nos clients. Il peut y avoir cette notion-là de changer le monde, d'ouverture, d'auto-organisation. Et puis, on peut être effectivement sur le côté beaucoup plus humain, où ce qu'on va rechercher avant tout, c'est le bien-être des collaborateurs, c'est le côté amical, de confiance, l'esprit d'équipe, la rétention, effectivement. Donc, ce qui est intéressant avec ces différentes réponses que l'on peut obtenir généralement, de nouveau, on parlait des 4 dimensions auparavant, c'est que finalement tout le monde est tout à fait différent et on peut se retrouver même au sein d'une même entreprise, au sein d'une même transformation agile avec des personnes qui ont des visions. Je vois que il y a un problème de son chez Mohamed. Bon, faites-nous signe effectivement si vous avez des difficultés. Voilà, mais en tout cas, cette question-là, on a eu le cas typiquement chez un client où vous avez le CTO, donc le Chief Transformation Officer, qui a un point de vue sur comme objectif. En tout cas, il a un résultat en tête, un pourquoi en tête, alors que le CIO, donc le responsable informatique, lui, en a un autre. Et donc, c'est là que ça peut poser des problèmes. On entendait tout à l'heure aussi que la RTBF se lance dans l'agilité. C'est intéressant de savoir, tiens, est-ce que c'est une agilité plutôt rouge, vert, bleu, jaune? Ça va être important pour la suite. Et donc, ce qui est très, très important, effectivement, dans une transformation agile, c'est de communiquer ça, de se dire, notre objectif dans cette transformation agile, c'est d'atteindre
tel ou tel résultat. Plus on sera transparent au niveau de l'objectif que l'on recherche dans la transformation agile, plus on sera capable de fédérer les personnes autour de ça, et ça va éviter le côté les non-dits et les interprétations où finalement, moi je vais imaginer par exemple que l'objectif c'est de renforcer les liens entre les collègues et puis c'est le bien-être au travail, et puis finalement peut-être que côté management c'est juste une notion de pur contrôle, et là on est sur des planètes qui sont complètement séparées. Tout à fait. Pour terminer sur ce slide-là, moi j'ai eu le cas en ce moment d'une start-up que j'accompagne et qui clairement elle a osé dire que ce qu'elle voulait c'était faire plus de business, aller plus vite et le faire mieux, avoir plus de clients. Donc ça c'était clair, même pour les employés, ils sont une trentaine, c'était bien pour eux que ça soit clarifié. Mais ça ne veut pas dire que les autres couleurs sont pas prises en compte, c'est-à-dire qu'elles sont juste des moyens pour pouvoir arriver à cet objectif. Donc c'est très intéressant. Et voilà. Et la création de valeur, c'était un mot qui est revenu souvent chez eux. Voilà, on veut créer de la valeur. La valeur, c'est à la fois rouge et aussi jaune. On veut avoir des valeurs fortes et on veut créer de la valeur pour nos clients. Voilà. Donc, il y aura le même slide pour les quatre questions. Donc, on va résumer un petit peu les objectifs de cette phase du pourquoi. Ok. Vous voulez vraiment ancrer l'équipe, la rassurer, créer la cohérence. Vous allez aussi vouloir augmenter le niveau de confiance là-dedans. Ok, donc il faut vraiment que tout le monde ait envie d'aller dans la même direction. Les étapes, c'est bien simple. Vous allez demander d'abord à chacun qu'est-ce qu'il en pense, comment est-ce qu'il ressent en fait les objectifs, est-ce qu'il a les mêmes, et puis quelles sont ses valeurs. Ça va être intéressant de pouvoir pousser les gens à vraiment donner la définition de ces valeurs. C'est pas juste moi le respect c'est ce qui est le plus important. Ok, mais respect pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, à quel moment on est respectueux, pas respectueux. C'est un classique. Et alors qui prend le lead de ça? C'est important que ça soit le sponsor. Le sponsor, il faut qu'il soit capable d'entendre ce qu'il y a sur le terrain et de le retransmettre. Donc ça, ce pourquoi, cette vision, ça va être important que ça soit lui qui le fasse. Et ça veut pas dire que c'est pas du bottom-up, mais il faut que ça soit lui qui soit le représentant de cette phase-là. Ça va? Donc, vous avez mis quelques mots aussi pour vous inspirer et pour trouver des idées pour aborder ce sujet. Donc, les valeurs, la transparence, la vision, l'intelligence collective, les motivations intrinsèques. On va en dire un petit mot dans une seconde. Ok. Et donc, je vais peut-être juste réagir parce que tu parles effectivement du sponsor et puis tu parles de bottom-up. On rencontre aussi pas mal d'entreprises où il n'y a pas de volonté de transformation agile, mais par contre, il y a vraiment un souhait, effectivement, qui vient plutôt des équipes opérationnelles, des équipes de développement dans le monde informatique, qui vont arriver et pousser l'agilité. Mais c'est aussi très intéressant dans ce cas-là que ces équipes-là expriment c'est quoi leur objectif de promouvoir l'agilité. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y a un côté de motivation et de bien-être, mais pas forcément. Moi, j'ai rencontré par le passé des équipes qui poussaient l'agilité et qui finalement s'en servaient comme, je dirais, une fuite du cadre, de se dire je fais de l'agilité, donc c'est bon, me demandez pas d'estimation, me demandez pas de doc, voilà, moi je suis agile, quoi. C'est à partir du moment où on comprend le moteur de la mise en place d'une agilité, ça nous permet de déconstruire finalement, enfin de comprendre et de déconstruire tout ce qui peut se passer derrière et d'éviter de nouveau les frustrations, les non-dits et le fait d'avoir des personnes qui imaginent ou qui ont des attentes qui ne seront pas rencontrées. Tout à fait. Très bien. Et donc, on vous met tout ça pour vous inspirer, parce que quand vous serez en table tout à l'heure, ce sera l'occasion de parler des moments où le pourquoi était important et ce que vous avez trouvé comme solution pour ça. Okay, on va vous partager maintenant 9 outils. Donc, on a identifié 9 outils qui peuvent être utilisés et qui sont très utiles quand on se pose cette question du pourquoi. Okay, il y en a certains que vous connaissez, d'autres pas. Donc, on va juste passer à travers et on va vous demander de voter aussi dans le Q&A tout à l'heure pour savoir, tiens, sur quel est l'outil que vous voudriez qu'on développe avec vous. Ok. Donc, alors le premier, les Moving Motivators. On va pas en parler trop, mais parce que là c'est assez connu, je pense, mais bon, on pourra en revenir ici tout à l'heure. Mais vraiment, c'est identifier quels sont vos critères de motivation individuelle et puis ensuite par équipe. Et surtout derrière ça, c'est de voir quel est l'impact d'un changement particulier, donc en l'occurrence d'une transformation agile, par rapport à ces motivateurs-là. Ok, vous avez le fameux business model Canvas qui a aussi une proposition de valeur et qu'on a mis en petit dessin sur la droite et on pourra éventuellement en reparler. C'est avoir l'orientation client et être sûr de vérifier que tiens, quels sont ces problèmes, comment est-ce que je pourrais les résoudre, tout simplement. Ok. Après, vous avez la cérémonie du Sprint Goal pour fédérer et créer la cohérence.
Voilà, le speedboat que vous avez, on a dessiné ici, et chacun peut le dessiner à sa façon. Le manifeste agile qui peut aussi être intéressant comme inspiration pour créer son propre manifeste dans son équipe. Le sense making qui est un modèle de création de sens. Les nuages d'évaporation de conflit, ça j'aime beaucoup. C'est comment faire pour trouver un accord quand on a deux points de vue différents. Il y a l'approche intégrale de Ken Wilber dont on a parlé il y a quelques instants, et puis aussi le disque agile ils ont sorti maintenant une dernière version des questionnaires disque. Et donc voilà, je l'ai pas encore testé, mais peut-être qu'il y en a qui y auront vu. Donc parmi ces 9 là, d'abord ma question c'est est-ce que vous en connaissez d'autres? Vous pouvez mettre ça dans le chat aussi. Est-ce que vous avez d'autres outils qui vous ont été utiles ou que vous avez pu tester pendant cette phase du questionnement du pourquoi et de la vision du changement agile? Alors, est-ce que vous en avez d'autres? Landscape Model, le Lego Serious Play. Ouais. Ok, très bien ça. Je le note. Bah écoutez, on va même faire un truc un peu en live. Donc on va rajouter ces éléments-là dedans. Comme ça, vous allez pouvoir voter pour. Donc on a dit le Landscape. Alors, modèle, les 5 why. Nous avons aussi, j'ai raté le Lego Serious Play. Lego Serious Play. Autre chose? Donc le prélude d'équipe, effectivement, Ralph, donc le landscape model dans le Lego Serious Play. Ah, donc d'en mettre les deux ensemble. Parfait. Hop. Et 5 white, c'est vrai qu'on n'a pas pensé, c'était très important. Et alors le prélude d'équipe, ouais. C'est différent ça? Ouais. Je ne connais pas du tout, c'est très bien. Voilà. Voilà, donc en attendant, vous avez ces différents points dans le Q&A, donc n'hésitez pas à voter et comme ça, on va rebondir, on va savoir lequel vous intéresse le plus et sur lequel on pourrait avancer. Donc dans le Q&A, vous votez pour 1 ou 2 ou 3 numéros si vous voulez, on va voir un peu lesquels sont les plus intéressants pour vous. On a bien les questions jusqu'au numéro 12 maintenant. Alors on les avait jusqu'au 11 effectivement, on les a jusqu'au 12, tout à fait. Et donc on a pas mal de votes au niveau du Moving Motivators. Donc le 1, le 6 et le 7 vient passer devant le 10. Attends. Alors, on a déjà donc pas mal de votes au niveau du Moving Motivator. Ouais, je crois que c'est gagnant. Je pense qu'on va déjà en parler un petit peu. Moi, c'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup, c'est Moving Motivator. Donc, c'est un outil qui vient du Management 3.0 que vous pouvez trouver en téléchargement libre. On pourra communiquer le lien. Ce que je trouve intéressant, c'est que il peut vraiment être utilisé au niveau d'une équipe, il peut être utilisé au niveau d'un individu. Et donc, le principe dans le Management 3.0, donc ils ont compilé différentes sources et ils se sont intéressés à ce qu'on appelle les motivateurs intrinsèques. Et donc, ce qui motive l'individu. Donc, ils ont sorti voilà, Christophe sort, comme je suis chez moi, c'est plus facile. Ok, on vous donne des exemples. Donc, la liberté, freedom, la liberté, l'honneur. Comme ça, l'acceptance de l'équipe, voilà, ok, l'ordre, l'objectif, enfin voilà, on va pas tous les passer, mais en tout cas, vous en avez une douzaine, et c'est intéressant de voir un petit peu, on travaille avec des cartes, mais c'est comme ça qu'ils proposent, et l'objectif, c'est de mettre ces cartes devant soi, et je vais expliquer peut-être. Voilà, donc effectivement, l'objectif, c'est on va reprendre tous ces motivateurs, et puis on va les positionner sur la table pour du plus important au moins important pour nous. Dans notre vie, donc on ne parle pas forcément de notre cadre professionnel, c'est vraiment intrinsèquement, moi, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est le fait de maîtriser l'environnement dans lequel je travaille? Est-ce que c'est le fait de me sentir accepté par mes collègues, d'apprendre, d'être curieux, de pouvoir être entouré, etc., etc. Et donc, c'est vraiment un travail qui se fait en deux phases. Donc, tout d'abord, de positionner les éléments comme ça, du plus important au moins important. Et puis après, de se poser la question,
d'un élément qui va changer dans notre vie. Alors, ça peut être notre vie privée, ça peut être dans notre vie professionnelle. Donc, typiquement, on peut proposer cet atelier-là quand une promotion s'offre à nous, quand une transformation dans l'entreprise s'offre à nous. Et donc, on va repositionner les cartes. Donc, tout d'abord, on les a positionnées de façon horizontale, et puis ensuite, on va les déplacer vers le haut ou vers le bas, vers le haut ou vers le bas, très bonne remarque, pour se dire, cet impact, cette transformation, cet événement qui va avoir lieu dans ma vie, eh bien, il va booster ce motivateur-là, ou au contraire, il va le mettre un petit peu en berne. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une lecture en disant, tiens, il y a cet événement-là qui pourrait se passer dans ma vie. Et voilà, il faut savoir que ça va peut-être booster certains de mes motivateurs, mais peut-être que ceux qui sont les plus importants pour moi, peut-être qu'ils vont être dégradés par rapport à ce changement-là. Et donc, voilà, quand on veut se lancer dans une transformation, être capable de faire cet outil-là, d'utiliser cet outil-là avec notre équipe, savoir qui va être davantage motivé ou au contraire qui va être complètement baisser les bras à cause de cette transformation-là, c'est une très belle lecture qu'on peut avoir au sein de l'équipe. Il faut savoir que c'est très intime, parler des motivateurs, donc il faut qu'on puisse faire ça dans un environnement de confiance, sécurisant. C'est plutôt quelque chose qu'il faut faire accompagner. Alors évidemment, on peut se poser les questions tout seul, mais se faire challenger par un coach ou par un collègue pour savoir pourquoi on a positionné tel ou tel motivateur, c'est très très aidant. Donc, on m'avait posé la question il y a quelques années, est-ce que c'est un outil qu'on peut utiliser en entretien d'embauche? Alors, en soi, oui. Maintenant, le côté atmosphère sécurisée et être prêt à se livrer sur des sujets intimes, puisque ça va être vrai embauche, tout ça, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose que je recommande effectivement, mais effectivement à faire dans votre équipe où vous avez ce niveau de confiance et de transparence, c'est un outil pour moi absolument magnifique. Ok. Alors, comme on parle un petit peu trop, on va maintenant vous donner la parole. Donc, on va aller retourner en table et donc pendant 6 minutes, seulement 6 minutes, on vous demande de pouvoir partager avec votre table un moment où cette question du pourquoi était si importante. Et comment est-ce que vous avez fait pour trouver la solution? Ok. On n'aura pas de débriefing après, mais c'est important pour nous que vous puissiez échanger entre vous pour que vous puissiez vous remplir d'histoire. Nous, comme on a dit tout à l'heure, il y a des écarts entre un CTO, un CIO, une start-up. Il y a plein de cas que vous avez vécu. Donc voilà, partagez ça et on se retrouve dans 6 minutes exactement. Il est 59 à ma montre et donc on se retrouve à tout de suite. Voilà. Et on va venir avec vous sur les tables. Voilà. Alors, si j'arrête le partage, ça devrait être bon. Est-ce que notre event manager va nous envoyer sur les tables? C'est parti. Alors, on est de retour pour cette deuxième partie. Et alors, la deuxième partie, c'est pas compliqué, c'est le qui. Alors, je vais partager mon écran. Et là, normalement, ça devrait marcher aussi. Voilà, attention. Voilà. Et alors, le qui, sans surprise, on va parler de cette roue et des différents rôles. Et peut-être certainement que toi, tu as une petite histoire à raconter sur Pixis ou... Oui, tout à fait. Donc, alors, effectivement, c'est intéressant cette roue parce que tu mixes plusieurs modèles de personnalité dans cette roue-là. Et c'est vrai qu'on en retrouve pas mal. Donc, tu parlais du MBTI tout à l'heure. Bruno nous avait parlé des familles d'âmes vendredi. Nous, côté Pixis, on utilisait pas mal la notion d'énéagramme. Mais donc, surtout, ce que nous apprend ces différents modèles, c'est qu'effectivement, on est tous différents. On a tous des perspectives différentes. On vit tous dans des mondes différents, dans des interprétations du monde différents. Et du coup, il y a deux grandes questions qui se posent. C'est avec qui peut-on ou doit-on s'associer et comment on fait pour interagir avec les personnes en général, surtout les personnes qui ne sont pas comme nous,
qui ont un mode d'interprétation différent du nôtre. Alors donc c'est pour ça qu'en fait il y a vraiment deux questions à se poser quand on est vraiment dans le relationnel. C'est donc qui en interne, comme tu as dit, avec qui est-ce qu'on va travailler. Et puis de l'autre côté, c'est qui sont les clients qui sont en face de moi. Et peut-être que chez Pixie, vous avez eu le cas avec la journée agile. Alors on l'a eu à différents niveaux. On l'a eu effectivement à différents niveaux. C'est que on a souvent tendance à s'associer avec des personnes qui nous ressemblent. C'est plus facile. On n'a pas de... Alors, le stress. C'est plus facile, il y a moins de stress. Effectivement, on a tendance à se comprendre, voilà, à être vraiment aligné, et être sur la même longueur d'onde. Et en même temps, le grand problème par rapport à ça, c'est qu'on perd énormément de richesse. C'est-à-dire que si on a le même mode de vision, le même fonctionnement, je vais dire quelque chose, tu vas généralement être du même avis que moi. C'est bien. C'est pratique, mais évidemment, ça va manquer de challenge, ça va manquer de perspectives différentes, et donc on va beaucoup perdre en richesse par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est entre autres le cas qu'on a eu côté Pixis et côté Journée Agile pendant tout un temps. De s'associer sans se rendre compte à des personnes qui nous ressemblaient pas mal. Et c'est pas parce qu'on est deux hommes blancs environ 45 ans avec pas beaucoup de cheveux qu'on est pareil. On peut avoir aussi des préférences de personnalité qui peuvent être différentes et donc on peut s'apporter aussi, quoi. Donc il y a l'aspect culturel. On n'est pas obligé d'aller chercher un Indien pour forcément non, c'est ça. Faire grandir la société. Clairement, quand on parle de différence, alors oui, bien sûr, la culture, les origines vont jouer, ça c'est certain. Mais même deux personnes qui viennent d'un milieu similaire, d'une région similaire, peuvent aussi avoir des interprétations qui sont tout à fait différentes. Tu retrouves ici, tu as indiqué pas mal de mots au niveau de ta roue. Voilà, on va se retrouver effectivement avec 20 personnes dans une pièce, avec des personnes qui vont taper dans les différents éléments. Donc, je parlais effectivement de Pixis. C'est vrai que nous, de notre côté, on a eu beaucoup de problèmes, de difficultés par rapport à la notion d'auto-organisation. C'est-à-dire qu'on avait un principe, un idéal d'auto-organisation qu'on voulait mettre en place dans notre entreprise. Et puis, on avait, Norman et moi, donc mon associé et moi, on avait une certaine frilosité par rapport au cadre. On était vraiment dans une vision d'auto-organisation et d'émergence, un idéal d'auto-organisation et d'émergence. Donc on était vraiment dans le bas, quoi. On est vraiment dans la partie jaune. Là, on a des gens qui sont des médiateurs, des collaborants ou des rêveurs. Et voilà, et il n'y a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à, et ça va émerger. Mais le gros problème, c'est qu'effectivement, quand on met un terrain de jeu et qu'on dit aux gens, jouez, il y en a un qui va jouer aux échecs, il y en a un qui va jouer au football, il y en a un qui va jouer aux dames ou au Quidditch. Au final, on ne joue pas ensemble, ou on n'arrive pas à s'aligner par rapport à ça. Et donc, c'est le gros apprentissage que nous, on a pu faire au fil des années, c'est de se dire, oui, l'auto-organisation, c'est très bien, mais il y a un cadre dans lequel on peut s'auto-organiser. Et donc, c'est vraiment de se dire, oui, jouer ensemble, mais voici les quelques règles du jeu élémentaires que l'on veut tous pouvoir suivre. Donc, on parlait de non-dit tout à l'heure avec le pourquoi. C'est exactement la même chose ici, c'est de fixer finalement des règles d'interaction entre les différentes personnes et les règles dans lesquelles on veut pouvoir évoluer. Et surtout se connaître, effectivement, connaître ses forces, ses faiblesses et pouvoir challenger le reste. On va peut-être prendre aussi les messages du chat. Et juste avant ça, juste pour être bien clair là-dessus, vous voyez peut-être en blanc que j'ai mis des codes du MBTI. Et en fait, effectivement, cette roue, comme l'a très bien vu Christophe, elle permet de faire le lien entre le Insight, le MBTI et peut-être d'autres modèles que vous allez voir qui vont utiliser des mots qui sont un peu autour de ça. Le 16personalities.com, c'est un outil qui est gratuit. Vous pouvez répondre à quelques questions. Bon, c'est pas de super qualité, mais ce qui est important, c'est qu'après, ça permet d'avoir une réflexion qui permette aux gens de se positionner. Voilà. Tu connais ta couleur? Tu connais ton numéro? Tu es où à peu près, toi? Alors, moi, je suis beaucoup plus intéressé à l'énéagramme. Oui. Donc, je peux te dire, voilà, je suis un type 5 côté énéagramme. Voilà. Et alors, ça pourrait être quoi là-dedans? Donc, dans le bas, t'es plutôt dans les relations que dans l'action? Moi, je suis beaucoup plus dans la pensée. Voilà. Ok, donc dans la pensée par ici, donc quelque part sur la gauche, voilà. Et moi, je suis plutôt en haut à droite, entre le réformeur et le directeur.
Donc on a chacun de ces nuages de positionnement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre commentaire? C'était tout, effectivement, Eric qui nous dit voilà, toute ressemblance avec un mode de fonctionnement ne serait que pure coïncidence. Le qui, ouais. C'était quoi la question qui avait avec le qui VDB. Okay. Mais donc voilà, très bien. Donc en tout cas, j'espère que c'est utile pour vous. Et donc maintenant, si on réfléchit un petit peu à l'objectif de se poser cette question qui, ben, c'est vraiment pour rassembler et nourrir chaque membre du groupe. Okay, il faut vraiment que les gens ils se rendent compte que 1 plus 1, ça fait peut-être 3, ça fait peut-être 4, vous avez peut-être 5 même encore. Okay, ça c'est important. Et c'est vraiment créer cette mayonnaise dans les équipes. D'accord? Alors, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de sociétés, malheureusement la plupart des sociétés, quand elles veulent lancer des projets, bah, elles vont prendre Pierre, Paul, Jacques à droite à gauche, ils les mettent ensemble et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, faites-nous un truc formidable. Bon, ça peut marcher, hein, on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise, mais effectivement, l'idéal de pouvoir de nouveau faire émerger ici et de donner la main aux différentes personnes, et paf, ça fait des chocs à pic. Effectivement, Nicolas, généralement, ça n'en fait pas. Mais voilà, c'est effectivement être capable de donner les cartes aux membres de nos équipes pour dire, bah voilà, on a ce super projet-là, on a besoin de personnes qui sont prêtes à travailler ensemble, qui vont avoir cette harmonie pour travailler ensemble et en même temps cette richesse de diversité par rapport à ça. Bah allez-y, sautez dessus. Donc, okay. Et donc, c'est pour ça que les étapes, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'assurer qu'on couvre l'ensemble de ce cercle-là, pour être sûr d'avoir la pluridisciplinarité. Il va falloir clarifier les stakeholders, donc les intervenants qui soient internes et externes. Et après, c'est ça qui va être intéressant parce que c'est fort dans l'émotionnel. Donc, on va sentir l'environnement. Tiens, on va écouter, observer, ressentir et on va essayer de s'assurer que chacun se sente à l'aise. C'est pour ça que cette communication sur les choses importantes pour nous et les vraies émotions, bah, ça va créer cette relation positive, en tout cas le bien-être global. Ça va? Et donc là-dedans, bah, c'est pas le chef qui va décider de ça, c'est chaque membre de l'équipe qui doit se responsabiliser. Donc c'est vraiment l'équipe, si on prend les acteurs de l'agilité, c'est vraiment l'équipe qui va faire ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'autonomie encadrée, d'auto-organisation, le cadre et l'émergence, comme on en parlait tout à l'heure. C'était tout à fait important. Ça va? Donc, j'ai quand même réagi sur l'écoute des besoins et les émotions signifiantes. De nouveau, je ne vais pas faire de généralité, mais on se retrouve en Europe de l'Ouest, généralement dans des entreprises où les émotions ne sont pas forcément les bienvenues. Pourtant, c'est clairement, dans des transformations agiles, c'est clairement des éléments qu'on va chercher à mettre en avant. On va vouloir écouter les émotions des différentes personnes et être capable de leur fournir un cadre dans lequel ils se sentent à l'aise pour exprimer ces émotions-là. Ok, j'ai une remarque question de Eric là qui est intéressante. C'est pourquoi j'ai mis du rouge, du jaune, du vert, du jaune dans cette étape-là parce que en fait le modèle il est fractal. C'est-à-dire que quand vous posez la question du qui, ben c'est pas parce que vous posez la question du qui qu'il faut pas avoir un objectif, des étapes, de s'occuper des personnes qui vont s'en occuper et de s'inspirer. Ok, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'en fait quelle que soit la question que vous allez prendre, et ben de toute façon il faut aussi recouvrir les 4 type d'approche, si on veut, pour répondre à ces questions. Okay, donc, il faut autant être orienté objectif que mental, que relationnel et puis que spirituel, on va dire, avec l'inspiration. C'est pour ça qu'on vous a mis ici. D'accord? J'espère que je réponds à ton point, mon cher Eric. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, des outils. Donc, dans le Q&A, mais d'abord, je vais vous poser la question de savoir si vous avez des outils que vous avez en tête. Alors, Eric, vas-y. Je me permets de monter. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je sais bien que j'ai tendance à interpréter autrement. Et peut-être que ça servira à clarifier. Tes 4 cadres et les couleurs ne veulent pas dire que les bleus vont s'occuper des étapes, les rouges des objectifs, les verts de qui prend le lead. Tout le monde doit s'occuper de tout et puis, ou en tout cas, il faut aborder le tout et simplement en fonction de la couleur, on va avoir plus tendance à ne voir que certains points et pas les autres. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Exactement. Et en plus, ça doit aider à t'obliger à aller voir les couleurs des autres. C'est-à-dire que si je suis dans une organisation où l'émotionnel va être très important, on va parler des organisations type Pixis, où vraiment c'est le relationnel qui va être le fer de lance, et ben quand on va s'occuper de cette partie-là, il faut commencer par là pour être de plus en plus agile, ok? Ben, il va falloir aussi s'obliger à avoir des étapes, ok? J'ai mon qui, mes émotions qui sont importantes, mais
Est-ce que j'ai des gens qui sont dans tout le cercle? Est-ce que j'ai clarifié mes intervenants extérieurs? Est-ce que j'ai senti, je leur ai posé la question, tiens, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Et c'est ça, ok? Donc il faut s'obliger à suivre ces 4 étapes-là à chaque fois qu'on aborde un sujet. Est-ce que c'est plus clair comme ça, Eric? Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, ça a clarifié. Pour les autres, je ne sais pas, mais je m'en vais content. Voilà, je vous laisse la fin. Et pour répondre à Christophe qui dit voilà, qu'il espère que les couleurs ne sont pas importantes parce qu'il est daltonien. Donc voilà, c'est effectivement les étapes en haut sont en bleu, donc c'est ce que disait Christophe. On est dans le mental. L'objectif, voilà, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui prend le lead? On est effectivement dans le relationnel. Hein, c'est l'interaction avec les autres et l'inspiration. Voilà, c'est la petite flamme effectivement de Christophe. Donc ce sont ces 4 dimensions. Pour chaque dimension, finalement, on a de nouveau 4 dimensions à prendre en compte pour dérouler ça. Et quand on est aligné là-dedans, c'est là qu'on devient plus humain, plus efficace, plus agile et où on peut avancer. Ok? Donc, voilà. Alors maintenant pour les outils, est-ce que vous avez des outils, vous pourriez nous partager dans le chat des outils que vous avez utilisés et qui permettent comme ça d'améliorer le qui? Alors nous on a pensé à la stakeholder map, à la carte des parties prenantes bien sûr. On a pensé au team charter. Alors le team charter ou l'éthique d'équipe ou le team manifesto, chacun y met ce qu'il veut, mais en tout cas c'est un document qui va rassembler l'ensemble des valeurs, des actions, des rôles et responsabilités d'équipe et qui peut être très utile pour un nouveau qui arrive dans l'équipe. Alors, il y a la boucle de feedback qui va forcément créer la relation. Le Nico qui a été mentionné par Norman il y a quelques jours aussi. Voilà. Alors, je vais même regrouper le Nico et l'arbre à personnages qui sont finalement 2 façons de faire un peu la même chose. Et donc, c'est vraiment une capture d'émotion. Je vais les mettre comme ça. Voilà, on peut effectivement les regrouper. Donc, la matrice de coopération de Simmel. Le management 3.0. Donc, on parlait tout à l'heure du Moving Motivators, mais il y a beaucoup d'outils dans le management 3.0. Tout ce qui est modèle de découverte, donc on parlait d'Enneagram, Famille d'âme, Insight Discovery, MBTI, voilà. Il y en a pléthore. Il n'y a pas raison d'en oublier, mais bon, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, effectivement. Et le dernier élément, effectivement, qu'on mettait, c'est des jeux. Donc, on parlait de créer un climat de confiance, de transparence, d'être capable de se mettre à nu et de livrer ses émotions. Et pour ça, on peut effectivement utiliser des jeux grand public, les détourner de leur utilisation principale. De notre côté, on parlait beaucoup du jeu Dixit et Story Cubes utilisé à cette fin-là. Très bien. Et c'est là que notre ami Eric, certainement, a les oreilles qui vibrent et qui se dit mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme jeu qui permet de mieux se connaître dans une organisation, dans une société qu'on pourrait utiliser. Mais il aura plein d'idées, donc j'espère qu'il va nous les mettre dans le chat. Et en attendant, je vais compléter avec ce que vous proposez. Donc, on parle de la PNL, effectivement, qu'on peut en mettre dans le point 7 aussi. Ouais. Est-ce que ça serait un élément de la PNL ou les métaprogrammes? Oui, les métaprogrammes, je suis d'accord. Métaprogrammes. PNL. Les personas graphiques, effectivement, pour moi, qu'on pourrait grouper au niveau d'un peu de la stakeholder map. Non, c'est un peu différent. Ouais, c'est un peu différent. Okay, on va le laisser là parce que donc on dit les personas graphiques. Voilà. Alors, Ralph nous propose le jeu Farben, que je ne connais pas, et un nouveau jeu très pertinent, l'association d'idées. 10D. Ah, ok. Jeu de mots, association 10D. Donc, tu peux. Association 10, pardon. D, que tu peux remettre dans le point précédent. Aussi avec des jeux aussi ici. Tout le monde va voter pour les jeux, c'est pas possible. Et le Farben, alors F-A-R-B-E-N, c'est ça? F-A-R-B-E-N. D'accord. Donc la matrice RACI. La matrice RACI, alors là c'est une bonne question. Est-ce que c'est pour les mentaux ou est-ce que c'est pour les gens qui sont émotionnels? On va le noter ici, mais j'ai plutôt tendance à penser que le RACI c'est pour ceux qui sont forts à essayer de savoir qui fait quoi dans le détail. Donc je propose de le garder plutôt pour tout à l'heure dans le comment ça. Je suis assez d'accord avec toi, voilà. Effectivement. Ouais. Et alors les talents, est-ce que c'est un outil ça les talents? En tout cas, détecter ces talents, on peut l'écrire ici. Pouvoir partager ses talents, ça c'est important, et pouvoir distinguer ça des compétences, notamment. Ça c'est versus compétences, je vais mettre. Voilà, tout à fait, une bonne idée. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Pour le 8, il y a un tout nouveau jeu très pertinent. Association d'idées, ça dans la mis, pardon.
C'est bon, on a fait le tour ici. On a fait le tour ici. Voilà. Donc on va pouvoir lancer les votes sur les 10 points qui sont ici. Donc c'est parti dans le Q&A normalement, vous allez pouvoir voter maintenant. Lesquels vous préférez? Je vais le mettre en plus grand peut-être pour que ça aide les gens. Voilà. Peut-être mettre en haut de la liste de Q&A comme ça. Ouais, Non, ah, okay. Ils ont Alors, pour l'instant, c'est le 7 qui tient la rampe. Vous avez le droit à 2-3 réponses, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'une. Effectivement, en fonction du timing qu'on a, on peut aussi passer sur plusieurs outils rapidement. Et là, je crois que vu le temps, on va pas trop s'attarder. Mais on va peut-être raccourcir le temps on va faire autrement là. Alors, le 9 est maintenant clairement en tête devant le 5 et le 7. Alors, le 9, les fameux jeux, mais ça m'étonne qu'à moitié. Le 5 et le 7. Matrice de coopération de Simmel. On peut démarrer rapidement. Moi, je vais dire un petit. Donc, on avait mis dans la liste de jeux StoryCube et Dixit. Moi, je vais vous partager une façon que j'ai de les utiliser. Donc, c'est des jeux que j'utilisais pas mal en rétrospective. J'essayais toujours de garder dans mes rétrospectives des moments d'interaction pour faire parler les gens, les faire se livrer et se connaître davantage. Donc, le StoryCube, c'est des petites boîtes de dés. Donc, vous avez 9 dés différents avec des petits dessins sur chaque face. Le jeu, normalement, c'est on lance les dés et puis ça permet de raconter une histoire. La façon dont j'utilise, c'est raconter une histoire sur vous. Donc, chacun des petits symboles, à quoi ça vous fait penser sur votre vie, sur ce que vous aimez. Donc, ça pousse les gens à parler d'eux-mêmes, à raconter leur enfance, leur famille, leurs interactions, leur passe-temps. Et donc, se livrer et s'ouvrir d'une façon qu'ils ne font peut-être pas forcément dans la vie quotidienne, parce qu'ils sont effectivement un peu guidés par ce qui sort effectivement dans le lancer de dés. Alors, un petit mot sur Dixit. C'est un jeu de découverte, tu l'as quelque part, de découverte d'idées, je vais dire. Mais ce qui est surtout intéressant dans le détournement d'utilisation, c'est que on retrouve des cartes, je dirais assez oniriques. On a beaucoup de couleurs, des dessins assez particuliers. Et de nouveau, c'est, je dirais, un petit peu comme les tâches en psychologie, de dire tiens, oui, moi je vois une chauve-souris, une araignée. C'est un peu cette utilisation-là, c'est se dire comment moi je vais interpréter, comprendre. C'est quoi ma lecture de cette carte-là? C'est quoi mon monde auquel me fait penser cette carte-là? Donc de nouveau, ça permet de se livrer de façon assez personnelle par rapport à ses collègues, et puis de nouveau d'atteindre des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver dans des niveaux de transparence. J'utilise souvent cette métaphore de se mettre à nu avec ses collègues-là. C'est vraiment être capable de se livrer tel que l'on est, de livrer son âme, ses émotions. Et, voilà. Voilà, donc forcément, mon bureau est trop bien rangé, donc je suis sûr qu'il est idée quelque part. Mais donc, quand on parle des jeux de cartes, d'abord, ton StoryCube, ça m'a fait penser que j'utilise moi mon petit carré avec les 4 dimensions. Et je leur dis, voilà, si vous aviez une histoire qui parle de vous et qui est liée à la tête, au mental, à quoi vous pensez tout de suite? Et les kéros, les fameux changements qu'il y a eu dans votre vie, comment ça peut être? Pareil pour l'émotion, pour les jambes, pour la spiritualité. Tiens, qu'est-ce que vous avez derrière ça? Et puis, un jeu que je fais qui est un petit peu trop sérieux parfois, mais c'est que j'utilise des cartes comme ça, et je les cache à l'envers sur la table, et à la fin de la réunion, je demande aux gens de retourner ce qu'ils ont comme carte. Et parfois, ils vont avoir la carte, tiens, I don't like this ID. Donc, ils sont obligés de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai pas aimé pendant cette réunion? Il y en a d'autres qui vont avoir, ils sont obligés d'exprimer une émotion, enfin une opinion, ou alors donner une idée valable. Voilà, donc ça c'est ou un truc, une idée lumineuse qu'ils ont eue.
Donc ça, c'est intéressant aussi de pousser les gens à être attentifs en réunion pour être sûr qu'à la fin, ils auront quelque chose à dire, ils ne savent pas encore quoi, et ça va être, voilà, c'est un petit peu sympathique comme ça. Donc il y a plein de jeux et une multitude de choses. On pourrait mettre Eric sur la scène pour parler que de ça, mais je crois que ça ferait même un... Je repense aussi, on a les Meeting Spicer. Ah oui, voilà. Donc c'est effectivement, comme dit Christophe, il y a plein de jeux comme ça qui permettent de se livrer, alors, soit de booster un petit peu des réunions, soit de se livrer davantage par rapport à ses équipes. Alors maintenant, on ne va pas aller en table, mais par contre, je vais vous demander de lever la main si vous avez justement une histoire, un cas concret dans votre organisation où le qui a été important. Donc c'est intéressant, je crois qu'il faut qu'on clique sur participant, mais donc savoir, tiens, un moment où vous vous posé la question avec qui je travaille, pourquoi c'est important d'être avec lui ou elle, ça nous intéresserait que vous puissiez partager avec ça et pour nous dire un peu comment vous êtes sorti du cas, où parfois ça ne se passe pas bien et puis après il faut que ça aille mieux. Donc ça, je voudrais bien savoir si quelqu'un voudrait venir sur scène pour pouvoir nous raconter ça. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir qui lève la main? Alors, on a Ralph, voilà, qui est arrivé. Alors, on peut cliquer à droite pour le mettre sur la scène. Ici, est-ce qu'on peut le mettre sur la scène, notre ami? Voilà, super. Voilà. Bienvenue, Ralph. Vous m'entendez? Ça va, c'est clair? Oui, parfait. En fait, je reviens sur le jeu. En fait, c'est avec ce jeu-là que j'ai utilisé ça. Donc, je vais montrer aux gens, comme ça vous savez un peu. C'est ce jeu-là, c'est Farbun, en fait. Donc, grosso modo, en fait, c'est arrivé à faire oublier les gens à être avec leur mur et penser complètement latéral, en fait. Et donc, ce qui se passe souvent, en fait, c'est que les gens ont leur point de vue et c'est dur parfois de le partager d'une manière différente. Donc, comment ça marche et comment j'ai employé ça? Donc, c'est un jeu de cartes. Chaque personne reçoit des couleurs. Ok, jusqu'à là, c'est pas difficile. Donc, il y a un set de cartes de couleurs. Farbun comme les couleurs en allemand. C'est en allemand, en fait. J'ai un petit peu hacké par rapport à la définition du jeu à la base. Et en fait, ce qui vient avec, c'est un paquet de cartes comme ça, avec des mots. Et donc, l'idée, c'est raconter une histoire. Donc là, on mêle le storytelling de chacun, en fait. L'idée, en fait, c'est que les gens comprennent, qu'ils ne se comprennent pas, en fait. Donc, le niveau de communication est différent. Dans une équipe de type agile, en fait, si on demande, en fait, ce mot-là, incertitude. Alors, imaginez que vous avez un développeur front-end, un back-end, un chef de projet, on va dire, un client. Et chacun d'eux vont raconter une histoire avec une couleur. L'excuse, c'est la couleur, en fait. L'objectif, en fait, c'est qu'ils expliquent ce que c'est pour incertitude avec une couleur, en fait. Et à partir de ce moment-là, les gens commencent à comprendre qu'ils ont des vues différentes. Et dès qu'il y a ça, on commence à comprendre que chacun est différent. Et là, on commence à s'aligner, en fait. Voilà. Tout simple. Alors, explique-nous un petit peu dans un cas concret. Donc, le mot incertitude, c'est bleu, la carte. Voilà. Donc, par exemple, voilà, on a un nombre de user story. Et il y en a un qui dit, j'avais pris le mot incertitude parce que ça revenait, en fait, c'est vraiment incertain le résultat, très vague comme réponse, en fait. Et on est tous d'accord? Oui, on est tous d'accord, on se comprend tous. Un développeur avec un client, un chef de projet. Donc, on sait que c'est incertain, on se comprend tous, très bien. Juste pour vérifier, prenez les cartes et mettez une couleur dessus et racontez quelle est l'incertitude de l'histoire, donc du story point qu'elle a, en fait. Et chacun donc, je vais choisir une couleur. C'est ça, je vais choisir la couleur. Choisis une couleur et tu expliques pourquoi tu as pris la couleur là, en fait. Et donc, tu l'expliques. Et d'un seul coup, on comprend que, ah, mais tiens, oui, mais c'est un chef de projet, donc incertitude au niveau des projets, c'est par rapport au budget. Pour le développeur, c'est plutôt, en fait, on va voir un petit peu au niveau de l'évolution du codage, comment on va faire ça, etc., en fait. Et c'est un élément tout simple à utiliser, voilà. Et l'idée, c'est neutre parce que c'est des couleurs. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc, voilà. Ok. Cas concret. Très, très bien. Parfait. Et donc, merci beaucoup, Ralph, pour ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre a levé la main? Alors, pas de volontaire pour parler du qui. C'est pas grave, il y a encore deux autres sujets qui arrivent. Si, alors on a Emmanuel et Ralph de nouveau. Donc, j'imagine que ta main est encore levée. Donc, pareil, Emmanuel, voilà. Il va arriver sur la scène. Client précédent, je débarque là-bas. Attention, Emmanuel, maintenant on t'entend, tu peux commencer. Pardon. Client précédent, je débarque là-bas pour aider une équipe qui était en difficulté.
Et le qui était crucial, parce qu'il y a des trucs que j'ai réalisés avec horreur, c'est qu'ils ne savaient pas qui étaient les intervenants. Et comme ils ne savaient pas qui étaient les intervenants, ils ne réalisaient à qui ils devaient expliquer des choses que quand le qui en question venait leur hurler dessus parce qu'ils n'avaient rien transmis comme info. Et donc, la première chose qu'on a joué, c'est à me faire une carte avec telle problématique ou tel soft, il est destiné à telle personne. Votre point de contact technique, c'est machin quand il y a un problème IT. Et qui sont les gens qui viennent vous parler de ce truc? Content ou pas content, mais avec qui est-ce que vous interagissez quand vous devez parler de ça? Et il y a des trucs où on n'a jamais trouvé. Où il a fallu, je suis partie en recherche et on n'a jamais su, c'était des trucs très stables et personne ne savait qui les utilisait. Alors, on n'a pas été méchants, on les a pas débranchés juste pour voir qui venait râler. C'est le truc, c'est le fixe que le plus facile. On le débranche, si quelque personne ne vient, c'est qu'en fait, ça sert plus depuis des années et qu'on le maintient pour rien. Enfin bon, s'il plante pas et que tout le monde est content, à la limite, je veux bien, et que ça coûte pas cher, je veux bien le garder. Mais on a commencé par essayer d'identifier les qui, et on s'est assis. Je crois qu'au final, on a passé 2 jours en meeting séparés, pas 2 jours d'un coup, mais en meeting de 2 heures, pour identifier un peu qui étaient les qui, parce que tant qu'on n'a pas ça, comment diable est-ce qu'on peut espérer communiquer de façon active envers les gens qui sont impliqués, ne fût-ce que pour leur dire, voilà, il va y avoir un update, ça va être arrêté pendant 2 heures. Si je leur dis pas, ils vont être de mauvaise humeur. Et si je sais pas à qui le dire, c'est difficile. Ouais. Les informaticiens sont souvent forts pour faire des data repositories, mais moins forts pour faire des stakeholder lists et être sûr qu'on sait à qui on parle. Et surtout, ne fût-ce qu'ils s'en sont pas souciés, ils envoyaient une mailing list, ils avaient un groupe d'utilisateurs, personne ne s'est occupé de vérifier s'il était mis à jour, et personne s'est dit ce serait une bonne idée de se lever et d'aller discuter avec le voisin pour lui expliquer, voilà, il va se passer ça, est-ce qu'il y a quelque chose auquel je dois faire attention pour toi? Et après, ils ont dit, ça marche mieux quand les gens sont au courant. Oui. Merci Emmanuel pour ce regard, en tout cas cette présentation, parce que c'est typique et voilà, on rencontre très souvent. Et heureusement que toi, tu arrives avec un regard qui est différent de ce qu'il a fait d'habitude pour pouvoir challenger un peu l'organisation et faire que, voilà, tu as complété leur cercle en fait. Ils étaient tous dans l'action et l'organisation, dans la relation et dans peut-être l'inspiration. Très bien. Merci beaucoup. Et bien voilà, donc on va pouvoir passer au point suivant, sauf s'il y a un grand frustré peut-être, non, dans l'équipe, il n'y a pas de trop des gens qui seraient frustrés. Très bien, alors, voyons voir si j'arrive à repartager mon écran maintenant. Tac, 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 j'essaie juste de ne pas vous envoyer. Est-ce que mon cher Event Manager pourrait ne pas lancer un départ? Je vais voir si j'arrive à faire comme ça. Hop, voilà. Alors, share screen, c'est parti. Voilà. Hop. Et donc là maintenant, vous devriez pouvoir. On va passer au comment, donc la troisième grande question à se poser. Et encore une fois, quand je dis troisième, c'est un abus de langage parce que, comme j'ai dit au début, le plus important, c'est de commencer par la question qui a le plus de sens pour la culture d'entreprise. On est bien d'accord, hein? Donc, si vous êtes dans une organisation qui va être extrêmement mentale, donc je pense dans ma tête à GSK en ce moment que j'accompagne, donc des biologistes qui ont besoin de suivre des processus pour créer des vaccins sans se tromper, eh ben, il est hors de question que j'aille les voir et que je commence à les faire rêver sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qu'ils veulent, c'est savoir quelle est l'étape que je dois faire maintenant. D'accord? Donc ça, c'est très important. Comment, c'est tout un art. Donc, quand on veut faire la transformation agile, devenir plus agile tout en étant agile soi-même, eh ben, il va falloir se poser donc ces questions-là. Est-ce que mon organisation a besoin de visual management, de choses concrètes, d'étapes hyper strictes, ou alors de création de communauté, tout simplement? On en a parlé tout à l'heure. Ou alors, comme on a dit encore, de valeurs et de vision, ce qu'il peut y avoir autour. Il me semble qu'on a un cas quand même d'un client, vous peut-être nommé Delcamp? Oui, c'est. Je dirais que c'est un cas qu'on retrouve assez souvent, où c'est vrai que c'est pas rare que l'agilité arrive au niveau de la partie informatique. Alors, que ce soit par une décision de la direction ou que ce soit vraiment par du bottom-up et puis une volonté d'équipe. Mais c'est vrai qu'effectivement, chez ce client-là, ça a été une volonté du management de mettre en place de l'agilité au niveau du développement, effectivement dans une vision d'améliorer les choses, d'améliorer la qualité,
de rester leader dans leur domaine, d'être capable de livrer plus rapidement, etc. Mais voilà, c'était vraiment, dans la vision initiale, c'était du pur objectif et process. Voilà, ça touche à l'informatique et c'est tout. Et puis, effectivement, j'aime bien la dernière phrase effectivement, de ton slide. Voilà, commencer où est l'organisation et puis on cherche à rééquilibrer le centre de gravité. C'est ce qu'on a effectivement connu dans cette entreprise-là, où on a d'abord l'agilité qui s'est mise à grossir au niveau d'IT, et puis petit à petit qui s'est mise à contaminer, effectivement les autres domaines avec la partie RH, avec le marketing, avec la direction. Et donc, c'est une transformation progressive qui s'est faite à différents niveaux. Donc, c'est ça que je trouve effectivement intéressant. C'est, comme tu dis, il faut commencer là où l'organisation est prête à aller, là où ils s'attendent à avoir un résultat. Et résultat, c'est pas forcément du chiffre, c'est pas forcément du business. Voilà, ça peut être effectivement tu parlais de communauté, c'est un résultat en tant que tel, hein, c'est améliorer la coopération, améliorer la rétention des employés, le sentiment de bien-être des employés, mais ne pas chercher à s'arrêter là. C'est dès qu'on atteint un certain niveau de maturité dans cette zone de confort de l'entreprise et dans ce que l'entreprise ou l'équipe recherche, et regarder derrière comment on peut utiliser la boussole et commencer à aller voir dans les autres domaines pour augmenter ce niveau de transformation. Tout à fait. C'est pour ça que c'est un art. L'objectif, c'est très difficile en transformation agile d'avoir son plan à l'avance. L'objectif, ça va être de tester, de ressentir, de faire aller des équipes et puis ensuite pouvoir grandir petit à petit. Et c'est comme ça qu'en faisant ces itérations courtes de transformation, qu'on va pouvoir s'adapter à cette culture d'entreprise et aux gens qu'on a avec nous. Voilà. Et alors, c'est pour ça que ça me faisait penser au dernier mot que j'ai mis en bas à droite, le changement viral. Quelque part, c'est ça qui s'est passé dans ton cas. Mm-hmm. C'est qu'il y a quelque chose de bien qu'il y a eu, c'est devenu comme un virus, ça s'est répandu. Okay, chez GSK, c'est pour ça que je venais là-dessus, ils ont aussi lancé depuis un an un changement viral. Mais comme on le voit, en fait, eux sont très mentaux, donc très dans le processus. Ils ont tenté de faire venir quelqu'un qui s'appelle, et je vais vous trouver le livre ici comme ça. Hop, c'est formidable de pouvoir être chez soi. Donc, ce livre-là, donc Homo imitans de Leandro Herrero, ça explique en fait comment faire du changement viral, c'est-à-dire du changement où vous n'avez rien d'autre à faire que à dire c'est bien les gars, continuez comme ça. Et donc c'est je caricature un tout petit peu, hein, donc il ne faut pas non plus prendre au pied de la lettre ce que je dis, mais en tout cas voilà, on essaie de trouver quelles sont les personnes qui ont des bons comportements dans l'organisation, et ces gens-là, on les félicite et on leur demande de continuer. Donc on met en avant un petit peu en avant tout ce qui se passe de bien. Voilà. Alors Véronique nous demande de remontrer le livre. Voilà, Homo imitans de Leandro Herrero. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment si vous voulez faire du changement qui sortira complètement de votre zone de confort si vous êtes très mental. Voilà. Et ça m'a fait du bien. Après, maintenant, il faut avoir le courage de lire jusqu'au bout parce que quand on est hors de sa zone de confiance, et après, il faut se jeter à l'eau, quoi. Voilà. Et donc, pour répondre aussi à Christophe, donc nous, moi, je parlais de la société Delcamp, alors qui n'est pas une société connue, mais qui est en fait je vais dire, l'équivalent du eBay dans le domaine des collectionneurs. Donc, c'est une société belge, toute petite, mais qui est connue mondialement. Voilà. Quand on est collectionneur, c'est chez eux qu'on va. Très bien. Donc, voilà. Donc, on y va. Alors, l'approche, quand on est face à du comment, l'objectif, on est d'accord, c'est de faire un chemin, ok, avec un chemin, une roadmap. Moi, maintenant, j'ai arrêté de faire des plans d'action, c'est des roadmaps. Donc, il faut que ce soit un visuel sur un slide de où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on peut y aller. Et les étapes, donc fixer l'attention. Donc ça, en fait, ça ressemble beaucoup à l'agilité. Je dessine le produit final, je montre, on se met d'accord sur la gouvernance, on est d'accord de ce que chacun fait, et puis on y va, on co-construit le contenu, on avance. Donc c'est vraiment de l'agilité, mais là, cette fois-ci, adapté à la transformation agile elle-même. D'accord ? On est en train de montrer l'exemple parce qu'on fait de l'agilité en interne. Il ne s'agit pas de faire un gros plan et donner aux gens 50 pages à lire avant de comprendre comment est-ce qu'on va faire cette transformation agile. Non, on montre ce que ça peut être de l'agilité dans la transformation agile. Voilà. Et là, le Scrum Master, c'est lui qui
qui va être le leader de cette partie-là. D'accord? C'est lui qui va être sur le comment et qui va s'assurer qu'il n'y ait pas les problèmes on peut dépasser les problèmes. Alors, pour moi, c'est très important ce que tu dis ici, parce que ce qu'on rencontre souvent dans les équipes agiles, c'est qu'on va souvent mixer ce rôle de Scrum Master avec autre chose. Alors, en informatique, on va souvent prendre un développeur comme Scrum Master. Quand tu disais tout à l'heure que le comment, c'est un art, avoir une personne qui a la tête à plein d'autres choses que son rôle de Scrum Master, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, mon invitation est vraiment de prenez des Scrum Masters, mais laissez-les être Scrum Master et que Scrum Master. Ouais, le pire, c'est d'ailleurs dans le cerveau, on connaît ça en neurosciences, c'est que avoir une tâche à la fois concrète et une tâche de management à faire en parallèle, c'est le meilleur moyen pour user son cerveau parce qu'il faut faire des transferts d'informations d'une partie à l'autre. Et voilà, donc ça, c'est surtout à déconseiller. Ou alors, vous faites une journée plein temps Scrum Master et une journée plein temps développeur, mais pas les deux en même temps, quoi. C'est vrai que c'est un bon conseil. Voilà, dans les chats, ça va? Alors, on a Wivin qui pose une question. Donc, générer l'intention créative en ayant déjà dessiné le produit final. Est-ce que c'est faisable? Générer une intention créative en ayant déjà dessiné le produit final. Alors ça c'est intéressant. En général, je le fais dans l'autre sens, ça c'est vrai. Mais à ce moment-là, on peut utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le produit, qu'est-ce qui m'inspire chez moi? L'exemple que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné le vision, mission, valeur avec une startup. Et ben donc, on a commencé par le staff de management. Je leur ai demandé de me dire, voilà, un draft de ces éléments-là. Et ensuite, on est allé voir le terrain. On leur a dit, mais à quoi ça vous fait penser ça? C'est quoi votre première impression quand vous lisez ces phrases-là? Quelles sont les images que vous voyez? Quel est l'animal qui apparaît? Quelle est la couleur que vous voyez? Donc, on leur a demandé comme ça, et quelle est l'émotion qui sort quand vous voyez ça? Et donc là, on a créé de l'inspiration à partir d'un document concret. Mais je suis d'accord que c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Alors, effectivement, la pression d'Eric, oui, ça dépend de la pression du dessin. La précision de la précision, effectivement, du dessin. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on ne va pas. Enfin, c'est effectivement une esquisse. C'est un objectif qu'on va dessiner. Parfait. Et donc, on va passer dans l'inspiration. Donc, il y a la posture. C'est vrai que ça, on en a déjà parlé. Il faut avoir une posture ouverte. On n'est pas là pour être dogmatique sur une approche, sinon jamais on fera de l'art. C'est ça. Et voilà. Le temps de respiration, ça nous semble aussi important dans le comment, parce que souvent, on veut courir toujours plus vite. Mais voilà, même dans l'agilité, on sait qu'il y a des pit stops, donc des arrêts au stand, qui vont avoir autant de valeur, voire plus que le travail qu'on a fait avant. Donc, prendre du recul. Là, je suis en train de faire un projet de 25 semaines. Sur les 25 semaines, il y a 3 semaines qui sont étalées avec juste du temps de recul, quoi. On sait qu'on n'aura pas d'activité dans ces moments-là. Donc, surtout, on peut être aidé par les vacances et des choses comme ça. Ok. Alors, les outils maintenant. Alors là, pareil, Emmanuel a déjà commencé à nous en proposer un, il me semble. Mais alors, donc, on a pensé au rite. Parce que dans le comment, c'est très important d'avoir des rites réguliers. Vous allez pouvoir améliorer de manière continue aussi. Le tableau Kanban, bien sûr. Le timeboxing. Les temps forts par rapport aux temps faibles, on vient en parler avec l'alternance dans les plannings, des moments où il faut cravacher, des moments où on se prend un peu plus de recul, mais surtout avoir un rythme régulier pour pouvoir s'améliorer. L'art de devenir une équipe agile de Claude Aubry, donc ça, il est où ce cher Claude? Il doit être quelque part dans l'étagère, là. Voilà, il est là. Hop. Là. Voilà, et c'est un livre typiquement qui est fait de plein de dessins. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il l'a fait pour que ça soit lisible, quoi. Donc on le recommande, et il était d'ailleurs notre keynote speaker de l'année passée. Keynote speaker avec son illustrateur qui était venu également. Avec son illustrateur, en effet. Je crois qu'il m'a fait des petits dédicates aussi, que vous en avez peut-être eu aussi si vous étiez là. Voilà. Alors le CIPOC, ça c'est bien pour définir. Alors qu'est-ce que ça veut dire le CIPOC? Je résume juste: supplier, input, process, output, client. Ok, donc c'est comment est-ce que je fais passer une information d'un supplier à un client. Voilà. Alors, j'ai un peu de problème de me mettre dans le bon sens parce qu'en fait, comme on est inversé, on ne comprend plus rien du tout sur ce que vous voyez. Mais voilà. Et puis après, il y a le modèle de l'Agile Fluency, dont je crois on a déjà entendu parler. Et qui en a parlé lundi matin? C'était qui lundi matin? Lundi matin, c'était Didier qui était là lundi matin. Didier était là aussi? Non, c'était mardi. Ah oui, c'est normal. Voilà. Lundi, c'était encore un autre speaker. Voilà. Peut-être qu'Eric va pouvoir me rafraîchir la mémoire, mais en tout cas, il en a parlé aussi. Et tout est focalisé sur la valeur. Et Thierry Lepau. Voilà, Thierry Lepau. Voilà, merci. C'est formidable le chat. En fait, on fait une question, une réponse, c'est beau la vie. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez d'autres outils à nous proposer pour travailler sur le comment faire pour rendre une équipe agile comme ça, de manière la plus agile possible? Ce qu'on aurait pu rajouter en fait Oui. ici, c'est tout ce qui est management visuel finalement, hein, d'une façon, dans un terme un peu plus générique. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis le Kanban, mais effectivement, on va mettre ici et management visuel. En fait, Alors, François nous parle du story mapping. Oui, tout à fait. Le story mapping, je le mettrai plus dans le quoi. On va le garder pour tout à l'heure, donc attention, on ne le perd pas. Voilà, le story mapping. Par contre, on a entendu parler tout à l'heure dans une table de Hadkar et de la courbe du deuil, par exemple, donc tous les modèles de changement. Hadkar, courbe du deuil, et par exemple, qui est le préféré de tous les consultants, c'est Monsieur Cotter. Monsieur Cotter avec son modèle en 7 niveaux, mais aussi avec un autre modèle du C-Field Change. Donc je pense que c'est le C-Field Change sera plus adapté à l'agilité. Donc je le mets directement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre idée? Hop. Non. Pas encore. Eh ben, on a encore 9 idées. À chaque fois, on a definition of done, definition of ready. Oui, ça, mais effectivement, voilà, c'est important pour le comment. Ça va être plutôt dans le quoi, là, pour le coup aussi. On va le marquer pour tout à l'heure parce que je crois qu'on l'a déjà écrit. Donc c'est pour la courbe du changement. Effectivement, la courbe du deuil ou du changement, ça dépend comment on la voit. Mais en tout cas, voilà. Très bien. Merci de ne pas avoir oublié Cotter, nous dit Marie. Absolument, c'est un ami à toi, tant mieux. Et donc voilà. Très bien, ben, c'est parti. Donc on y va pour les votes. Donc de 1 à 9. On fait attention au timing. Voilà, on fait attention au timing et on va essayer d'accélérer. Alors, est-ce que là maintenant, moi, je dois pas me tromper sur mes boutons. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que voilà, on va pouvoir monter les points. Et je vais peut-être, pardon, je vous ai effacé, c'est un peu idiot de ma part. Je suis désolé. Si vous ne voyez plus, forcément, ça va pas être facile. Hop. Et hop. Voilà, donc on a le Kanban, tout ce qui est management visuel, effectivement, qui remonte un peu. Alors, forcément, comme j'ai caché les slides, c'est plus difficile de voter. Mais alors, est-ce qu'on a un Kanban dans cette jolie pièce? Je vais en profiter pour montrer le fameux livre. Ceux qui ont l'habitude de prendre des photos des écrans, donc le Management 3.0, c'est vraiment ça. Donc Jürgen Appelo, un keynote speaker qui est venu aussi dans les premières années de la journée agile. Je ne sais plus bien quand, 2012-2013. C'est bien. Voilà, bah écoute, on a le CIPOC ici qui remonte, qui est en tête effectivement. Alors le CIPOC, ok, très bien. Donc, peut-être que je résume, je vais le dessiner, ça serait même encore mieux, on est d'accord. Et donc ça, c'est, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais bon, ok. Alors, ok. Donc, en gros, quand vous dessinez un processus, vous le dessinez comme ça. Et donc, vous allez avoir dans la première colonne vos suppliers. Okay, mais un processus, on commence toujours par la fin. Donc, vous avez vos clients. Vous allez faire le client 1, 2 et 3. Et vous allez vous demander, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent comme output? Donc, qu'est-ce qui est important pour eux de recevoir? Okay, donc, ils vont peut-être avoir les outputs 1, 2, 3, 4, 5. Et ils vont être liés peut-être à différentes personnes. Donc, vous allez avoir peut-être quelque chose comme ça avec des liens. Ok. Eh bien, pour pouvoir avoir ces outputs, vous dites, ben, il va falloir que j'ai des inputs. Donc, de quoi qu'est-ce qui est à ma disposition aujourd'hui pour pouvoir y arriver? Et comment je vais faire pour transformer ces inputs en outputs? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais voilà, hop, on est d'accord. Et une fois que vous êtes d'accord avec ça, eh bien, vous allez pouvoir savoir ben, mes inputs dont j'avais besoin, eh ben, quels sont mes clients, mes suppliers. Ok, j'ai 2 suppliers qui doivent travailler pour moi. Eh bien, comment est-ce que c'est fait? Qui est là? Ça va? Alors, hop, je le mets comme ça. Mais vous allez chercher sur Internet, à mon avis, vous allez le trouver aussi. Ça, c'est clair. Et en tout cas, ceux qui sont dans le mental, il n'y a rien de plus visuel et rapide pour dessiner. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Et on fait même des réunions comme ça. Un beau flux, un beau process. Voilà, c'est effectivement beaucoup parlé. Voilà.
C'est comme ça que moi, je fais mes agendas de réunion. Je fais l'IPO, donc l'input, process output. J'explique aux gens, voilà ce que vous allez avoir à la fin, voilà ce qu'on a au début de la réunion, et voilà les étapes par lesquelles on va passer. Voilà. Tout simple. Super. Bon, ben voilà, quand on voit le temps qui passe, il passe toujours trop vite. Donc, c'est toujours. Voilà. Et c'est l'heure de se poser la question, tiens, et si on arrête, au lieu d'arrêter de commencer, on commençait à finir. Bon, ça tombe bien, c'est dans le thème. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme histoire sur le quoi? Alors, le quoi, moi, je voulais te partager une expérience que j'avais eue avec un projet, avec Nicolas d'ailleurs, il y a quelques années, avec deux outils qu'on avait utilisés. Donc, j'étais dans un contexte de développement informatique avec des deadlines qui étaient très très serrés. On était dans le cadre des transferts de compétences, donc voilà, décisions gouvernementales qui arrivent très tard et il faut tout pour demain. Et donc, on se retrouve effectivement dans des décisions. Donc, moi, je jouais plutôt un rôle de product owner à ce moment-là. Et donc, on se retrouve avec des décisions très importantes sur que va-t-on faire dans le délai imparti. Et pour ça, moi, il y a deux outils que j'ai beaucoup aimé utiliser à ce moment-là, que sont le diagramme de canaux, donc on verra dans la liste après, et le sunset graph. Donc, je vais en parler un peu rapidement ici pour l'histoire. Donc, le sunset graph, c'est un graphique qui nous permet de visualiser ce qu'on a déjà réalisé, donc ce qu'on a déjà livré comme valeur pour le client, et ce qui nous reste à livrer. Et on peut utiliser en fait cet outil-là pour faire du release planning et faire des projections à moyen terme pour voir tout simplement si on est dans les clous. Donc pour moi, c'était vraiment un magnifique outil que j'ai utilisé pendant plusieurs mois pour me rendre compte que je ne tenais pas les délais par rapport aux contraintes gouvernementales, et donc de pouvoir très régulièrement me dire ok, on ne tient pas les délais, qu'est-ce qu'on va faire pour donc vraiment avoir le plus tôt possible, être capable de prendre la décision, on va être en retard, on ne va pas pouvoir livrer dans 3 mois, on va être en retard, donc qu'est-ce qu'on va choisir comme fonctionnalité? Et pour ça, le diagramme de canaux est assez intéressant. Donc c'est un graphique qui va nous permettre en fait de positionner sur 4 axes, encore 4 axes. Je suis toujours facile. Les différentes fonctionnalités en les identifiant. Donc Kano identifie en fait 3 types de fonctionnalités. Donc il va identifier ce qu'il appelle les exciters. Donc un exciter, c'est quelque chose qui est top quand tu l'as, mais quand tu l'as pas, ça te manque pas. Tu n'es même pas au courant que tu pouvais l'avoir. Il va parler des basiques. Ça, c'est tout le contraire. C'est quand tu l'as pas, tu comprends juste pas pourquoi tu ne l'as pas. C'est extrêmement frustrant. Et puis, il va parler d'une droite de performance. Donc, en gros, plus tu en as, plus tu es satisfait. Donc, en travaillant avec ce diagramme-là et les différentes fonctionnalités, ça nous permettait en fait de faire le choix de nos PBI, donc de nos user stories, en fonction des objectifs qu'on voulait réaliser. Donc on voulait à la fois, en l'occurrence, fournir suffisamment de basiques pour qu'on ait une adhérence des personnes, mais être capable aussi de donner quelques exciters pour dire oui, on a envie d'aller plus loin et puis on veut on achète, quoi, on veut continuer le produit. Donc c'est vraiment quelle est la stratégie du product owner, et en fonction de cette stratégie-là, en fonction de ce qu'il recherche, un POC, rapidement quelque chose en production, des recherches d'investisseurs, etc., il va pouvoir sélectionner les éléments qui lui apparaissent le plus opportuns grâce à ce diagramme-là. Très bien, très bien. Donc j'espère que vous avez certainement aussi en tête des exemples de problèmes qui sont liés d'histoire sur le quoi. L'objectif principal, c'est vraiment de rendre visibles les résultats et les améliorations. Okay, donc là, il n'y a pas à tortiller, il faut qu'on puisse montrer quelque chose. Soit même quelque chose de petit, il vaut mieux commencer par quelque chose de petit, c'est toujours bien. Et ce que j'aime bien et que Eric pourra aussi commenter en tant que funambule, c'est utiliser des équilibres pour avancer pas à pas, de manière itérative, empirique. Donc on va utiliser l'art dont on parlait tout à l'heure, mais toujours en avançant, quoi. C'est important de ne jamais s'arrêter quand on est au milieu du fil, parce que sinon, c'est comme pour le vélo, quand on arrête de pédaler, on tombe. Voilà, donc c'est important de continuer à avancer et d'avoir cette foi dans le futur. Voilà.
Donc, fêter, amplifier les avancées, éliminer toutes les traces des anciennes pratiques. Ça, c'est important aussi quand on ne veut pas revenir en arrière dans une transformation. Valoriser les erreurs et l'esprit d'intrapreneuriat. Donc, voilà, quelqu'un qui fait une erreur, qui le dit et qui en a appris quelque chose, c'est toujours plus utile que celui qui va cacher. Voilà. Et donc, et c'est le product owner qui va être un peu le owner de cette transformation sur le quoi, et qui va faire une sorte de backlog, et en insérant dans son backlog produit qu'il doit faire pour l'équipe, il faut aussi qu'il ajoute des pratiques agiles, quoi. Voilà, ça serait bien. Ça me fait penser d'ailleurs à un autre client qui était content parce qu'il avait déployé l'agilité, et pour ça, il n'a pas pris trop compliqué, il a dit, mais moi, ce qui m'intéresse juste, c'est d'avoir des boards et des stand-up meetings. C'est très bien, comme ça déjà les gens ils vont arrêter d'être derrière leur PC, ils vont se lever et ils vont aller discuter avec les autres. Donc ça, c'est pour moi, ça va être un grand pas vers l'agilité. Donc voilà, on ne peut pas juger de ça en tout cas, mais en tout cas c'est très intéressant de voir qu'on peut y aller avec une petite étape et après ça donnera peut-être envie d'aller plus loin. Voilà. Alors, nos outils qu'on avait pour l'instant, donc Product in a Box, Buy a Feature, ça c'est des jeux sérieux, serious gaming, il me semble que c'était un peu comme ça que c'était mentionné. La revue qui va permettre bien évidemment de savoir si le quoi qu'on a fait est bon. La définition de done dont nous parlait Emmanuel tout à l'heure, les stories, la célébration de l'échec, la satisfaction du client final, ça c'est, il faut arriver à le mesurer ça. Le sunset graph, donc on vient de parler tout de suite, et le diagramme de canaux. Et tout à l'heure, donc on avait le story mapping, Voilà, qui est aussi un outil d'aide à la sélection des user stories. Oui. Et on avait donné, non, on avait pas la définition of ready, donc tu peux mettre sur la définition de done. Oui, ça on a mis là, hein, DOD. Voilà, DOD et DOR, donc definition of done et definition of ready. Et est-ce que vous voyez d'autres outils qui sont très utiles pour prouver qu'on a fait quelque chose et faire avancer un projet? Alors, toc. Ben écoutez, voilà, on va pas donner plus de détails, mais ça nous intéresse quand même d'avoir dans ce Q&A on va voir si vous avez bien les questions. Et parmi ce top 10, lesquels sont pour vous les plus utiles ou intéressants? Christophe qui nous parle effectivement, rencontrer les utilisateurs. Ça, c'est, oui, ça c'est, il y a le client final et ça, on pourrait me mettre avec ça, c'est rencontrer les utilisateurs. Je vais me mettre avant et mesurer la satisfaction du client final. En effet. Voilà, donc vous avez les 10 points qui apparaissent au niveau de la Q&A. Ça, c'est important. Je vais mettre ici le 11. Prototyping, effectivement. Ralph qui vous parle aussi du business origami pour System Interaction Discover. Business origami, tiens, c'est beau ça en tout cas. Pour System Interaction Discover. Ok, et ben voilà, ça nous en fait 12. Et on va vous dire un peu pourquoi est-ce qu'on fait tout ça après. Mais voilà, donc voyons voir qui gagne. Pour l'instant, le story mapping est en tête devant le buy feature et le 4, célébration de l'échec. Oui, tout à fait, ça c'est intéressant. Voilà, il y a un peu de choses équivalentes. Quelqu'un peut nous départager le 2, le 4 ou le 7, là, lequel vous préférez entre les trois? Ah, ça y est, le 7. Le 7 est bien remonté. Rencontrer les utilisateurs. Et le 2 est revenu de nulle part et il commence à gagner des points. Voilà, en tout cas, 2, 7, 10. Voilà, ça c'est très important, très intéressant. Vous les trouverez facilement sur Internet, hein, ces outils-là, c'est pour ça qu'on les a mis ici. Le 2, le 10 et le 7, voilà, et suivi du 4 et du 3. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme le buy feature? Est-ce que ça, moi j'en garde un très bon souvenir, hein. Ça, j'avoue que c'est un des moments qui m'a fait le plus plaisir dans ma vie professionnelle de coach agile, c'est quand j'ai mis au mur l'ensemble des features qui étaient demandées par le client. Il y avait bien une trentaine, je crois. On avait fait des grands posters avec des images, etc. Et qu'on avait distribué des faux billets de Monopoly aux gens.
Et donc, en fait, on leur avait dit, mais voilà, tu as le droit à 500 € là. Et ou je crois qu'on avait mis 5000 pour être sûr que ça valait beaucoup. En tout cas, ils avaient beaucoup d'argent dans les mains et il fallait qu'ils mettent leur argent sur les features, ce qui était les plus intéressantes pour eux. Donc, vraiment, et chacun a joué à son jeu. Et voilà, en fonction du rôle qu'on avait dans l'organisation, on avait plus ou moins de pouvoir. Donc, forcément, le sponsor avait un peu plus de sous que les autres, mais on peut aussi le faire avec tout le monde à équité. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'était très intéressant de voir les gens placer leurs billets et qu'on puisse ensuite dire voilà, ça c'est la feature, ce que tout le monde veut acheter et qu'on fait. Voilà. Je te conseille de prendre des vrais faux billets. Voilà. Alors, peut-être que là, il est 19h02, donc on est en train de dépasser le temps, mais en tout cas, on voulait vous remercier de votre participation et vous dire que ceux qui le veulent vont pouvoir recevoir notre livre blanc sur le sujet. Donc, grâce à vous, un peu avant vous et grâce à vous, on a fabriqué avec Pixis et Human Co un livre blanc sur tiens, comment devenir agile en étant agile, avec, comme on vous a montré, des exemples concrets, des histoires. Et donc voilà, si ça vous intéresse, vous envoyez un mail, et j'espère que je ne suis pas trompé, info@pixisbelgique.be, C'est bien ça. Tout à fait ça. Et vous demandez le livre blanc, et donc d'ici une dizaine de jours, je crois qu'on va prendre en compte vos commentaires d'aujourd'hui, et on pourra vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas à vous envoyer un petit mail, et ça devrait aller. Voilà. Alors, est-ce que je me suis trompé ou pas? Est-ce que le info@Pixis Belgique existe bien ou il vaut mieux faire Pixis Tech? Alors, par habitude, on va mettre celle-là, effectivement. On va se mettre celle-là. Pour être sûr. Voilà. Donc, belgique.info@pixistech.com. Un seul mot. Voilà. Voilà, belgiqueinfo.info@pixistech.com, comme ça on vous réécrit. Un peu de publicité pour ceux qui sont intéressés. Moi, mon blog, c'est êtrehumain.be et vous allez voir sur le blog, il y aura plein de petites vidéos inspirantes. Et puis pour Pixis, il y a un site web tout beau tout neuf, hein, donc, et qui va encore évoluer. Encore en construction. Voilà, vous en agilité perspective, voilà, ça c'est très bien. On va rester, nous, de toute façon, disponibles ici. Mais donc, n'hésitez pas. On va peut-être se mettre sur la page pour voir s'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions. Copier le contenu du dernier slide dans le chat. Absolument. Donc, tu veux l'adresse email peut-être? On va réécrire le. Oui. Voilà, Belgique, c'est voilà, déjà fait. Alors, est-ce qu'on va recevoir les PowerPoints sur demande? Il n'y a pas de problème. Oui, voilà, pas de souci. C'est fait. La session a normalement été enregistrée. On avait un super organisateur qui appuie sur le bouton. Moi, je n'ai pas pu le faire malheureusement, mais donc je pense que ça a été fait. Donc, on va aussi partager les vidéos des différentes sessions bientôt. Xavier me confirme que c'est bien enregistré. Yes, comme ça. Et donc, en tout cas, c'était très sympathique d'avoir l'interaction avec vous. Je trouve que c'était bien. On était proches et puis voilà, on espère qu'on a été proches aussi de vous. Voilà. Donc, on va couper la session. Merci. Voilà.